Euh, merci pour l'introduction, Christophe. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai fait durant ma thèse. Donc, j'ai développé une méthode d'éléments finis adaptative en espace et en temps pour la résolution des écoulements instationnaires. Donc, la présentation, elle va s'articuler comme ceci. Donc, je vais commencer un peu par donner le contexte qui a donné naissance à mon projet de recherche de thèse. Après quoi, je vais présenter les méthodes numériques principales qui ont été utilisées pour conduire ce projet. Je présenterai ensuite des résultats de vérification et ensuite donc deux cas applicatifs assez concrets qui permettent d'illustrer assez bien les méthodes numériques qui ont été développées dans le cadre de cette thèse. Et enfin, je terminerai par une conclusion. Donc déjà, donc cette thèse, elle traite des écoulements instationnaires, et ce qu'on peut en dire de manière générale, c'est que on va avoir des mécanismes supplémentaires par rapport à des écoulements stationnaires, pour la simple et bonne raison, eh bien qu'on a la dérivée partielle en temps qui intervient dans les équations de Navier-Stokes. Et donc, ce qui va, entre autres mécanismes supplémentaires, on va avoir la convection des zones à fort gradient au travers du domaine de calcul, qui n'apparaît pas donc en écoulement stationnaire. Et également, la dynamique de l'écoulement va pouvoir être variable au cours du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que la solution de l'écoulement localement peut varier plus ou moins. Un exemple classique pour illustrer ça, hein, c'est l'écoulement autour d'un cylindre circulaire. Donc, où on aura une première phase, où il va y avoir le développement du sillage à l'arrière du cylindre, jusqu'à ce que s'étirant, ce sillage finisse par se déstabiliser pour donner une phase à la dynamique plus rapide, donc l'allée de von Karman qui est bien connue. Donc, euh, si on simule, si les écoulements stationnaires ne sont pas simulés adéquatement, il y a de nombreuses erreurs numériques qui peuvent survenir. On peut en identifier trois principaux types. Donc déjà, il va y avoir les erreurs de discrétisation spatiale qui vont résulter d'une taille de maille localement inadaptée à la complexité de l'écoulement. On va aussi avoir les erreurs de discrétisation temporelle qui, elles, résulteraient donc d'une taille de pas de temps h qui serait inadaptée aussi en regard de la dynamique de l'écoulement. Et on va également avoir les erreurs itératives si la convergence de la solution à chaque pas de temps est insuffisante. Donc ces erreurs, en général, on peut s'en affranchir. Ces dernières erreurs-là, on peut s'en affranchir assez facilement justement en mettant des tolérances assez sévères sur, les, sur la convergence de la solution. Maintenant, dans le cas général, ce qu'on peut dire, c'est que ces erreurs-là sont couplées, donc ça va être très important de les contrôler, de les maîtriser toutes, puisque si on en néglige une, et bien finalement la pression de la solution sera très nettement détériorée. Donc, ce qui peut être fait pour le contrôle des erreurs spatiales, donc typiquement, on a deux options. Soit on peut utiliser un maillage fixe qui aura été préalablement raffiné dans toutes les régions que l'on suppose critiques dans le domaine de calcul. C'est une façon de faire qui est assez classiquement utilisée. Elle aura deux avantages. D'une part, ça va éviter de transférer la solution d'un maillage à l'autre. Mine de rien, c'est un avantage notable parce que ça peut des fois s'avérer compliqué. On n'aura aucune interruption de l'intégration temporelle due justement à cette phase de transfert de la solution. Par contre, ça aura des inconvénients quand même assez importants aussi, puisque ça va exiger une connaissance de l'écoulement a priori de la simulation, et c'est pas toujours le cas. Hein. La procédure pour créer un tel maillage fixe sera bien souvent manuelle et demandera une certaine expertise sur des logiciels de génération de maillage. Le coût qui va résulter de l'utilisation de ce maillage aussi peut être élevé, puisque si on a pré-raffiné des régions qui au final ne le nécessitent pas, eh bien, on ajoute un surcoût nécessairement. On n'aura par cette méthode-là aucun réel contrôle sur le niveau de l'erreur spatiale. On espère juste que finalement on introduira peu d'erreurs. Donc l'autre option, c'est d'utiliser l'adaptation de maillage, qui aura finalement les avantages un peu plus clairs. Donc d'une part, on n'aura aucune connaissance de l'écoulement qui sera requise, puisque le maillage va s'adapter en fonction d'une erreur, enfin de l'erreur qu'on va estimer. La construction de tous les maillages sera automatique, à l'exception éventuellement du premier. Et on pourra réellement chercher à avoir une optimisation du coût de calcul en fonction d'un niveau d'erreur cible. Par contre, donc les inconvénients cette fois, c'est qu'on va devoir procéder au transfert de la solution entre maillages. Et de ces transferts-là, c'est très important, vont résulter également des erreurs qu'il va également falloir contrôler adéquatement. Et puis, on aura des interruptions et des relances de l'intégration temporelle à gérer du fait du changement de maillage.
Donc, oui, donc comme je disais, le transfert de la solution entre deux maillages, il va introduire des erreurs et un surcoût de calcul, parce que c'est des étapes qui ne sont pas gratuites en termes de coût de calcul. Et en pratique, ce qu'on peut observer du fait de ces erreurs, ça va être une diffusion de la solution, aussi un bruitage de la solution. Et si on transfère la solution très souvent, du fait d'adaptation de maillage assez fréquente, on peut rapidement avoir une accumulation des erreurs. Donc, une méthode de transfert qui serait idéale, ce serait une méthode qui serait conservative, au sens qu'elle va conserver les intégrales sur le calcul. Une méthode qui minimiserait l'erreur de transfert dans une certaine norme d'intérêt. Si elle peut respecter le principe du maximum, donc ne pas introduire de nouveaux minimums, maximum locaux, ça serait bien. Et il faudrait également qu'elle soit peu coûteuse dans l'idéal. Pour ce qui est des erreurs temporelles, maintenant, à l'instar des erreurs spatiales, on a un peu les deux mêmes options. Soit on peut procéder avec un pas de temps fixe et un intégrateur temporel d'ordre constant. Là encore, ça peut s'avérer coûteux si le choix du pas de temps est peu judicieux. Le niveau de l'erreur locale ne sera pas contrôlé puisqu'il n'y aura aucune estimation. Et puis, la stabilité de l'intégration temporelle, du fait qu'on utilise un ordre constant pour l'intégrateur, eh bien, la stabilité dépendra directement de la taille du papier, via une condition CFL par exemple. Donc, l'autre option, encore une fois, c'est d'utiliser des méthodes adaptatives qui peuvent être adaptatives seulement en pas de temps ou également en ordre de l'intégrateur aussi. Et là encore, on va pouvoir chercher à avoir une optimisation du coût de calcul en cherchant à contrôler le niveau de l'erreur locale à l'aide de la taille du pas de temps. Et on va pouvoir également s'assurer de la stabilité de l'intégration en contrôlant l'ordre de l'intégration. Donc, du fait de ces constats-là, est né justement mon projet de thèse qui a été de développer une procédure de résolution automatique et précise des écoulements instationnaires à partir d'une méthode d'éléments finis et de méthodes adaptatives en espace et en temps. Donc, plus spécifiquement, ce qu'on a voulu faire, donc, en premier lieu, c'est développer une méthode d'adaptation de maillage isotrope, automatique et locale pour les écoulements stationnaires. Dans un deuxième temps, on a voulu développer une procédure de relance de l'intégrateur temporel dû au transfert de la solution, justement. Ensuite, on a procédé donc à la vérification de l'implémentation des différents outils. Et enfin, on a appliqué donc cette procédure de résolution à différents cas applicatifs concrets, dont les deux que j'exposerai plus loin font partie. Maintenant, je vais passer rapidement là-dessus, mais donc l'implémentation de travail qu'on avait au départ, elle ressemblait à ça. Donc on avait un code maison qui était structuré en trois entités principales, trois programmes indépendants. Amiral, qui est un préprocesseur qui va gérer tout l'encodage des paramètres de simulation et la génération du maillage également par un mailleur frontal. Ensuite, on a une solver élément fini à proprement parler qui est Cadif. Et ensuite, on a le troisième module donc, qui est Adapt et qui va permettre d'adapter le maillage en fonction d'une estimation d'erreur selon la méthode de Zesenkiewicz. Donc ça, c'était l'implémentation de base pour traiter les écoulements stationnaires. En fait, on stipulait des intervalles de temps de durée fixe à la fin desquels on pouvait adapter le maillage. Et donc l'idée, ça a été de tendre vers ceci, ou pour simuler donc les écoulements instationnaires. Donc on a cette fois-ci des intervalles de temps à maillage fixe, mais qui sont cette fois-ci de durée variable et pilotés par l'estimation d'erreur. Et justement, pour ce faire, on a fusionné Cadif et Adapt de sorte à pouvoir estimer l'erreur directement en cours de calcul. Donc maintenant, pour ce qui est des méthodes numériques, je vais commencer par l'adaptation de maillage. Donc, comme je l'ai dit, on s'est appuyé sur la méthode de Zesenkiewicz pour estimer l'erreur spatiale. Donc c'est une méthode bien connue qui consiste à reconstruire les gradients de la solution élément fini. Car comme on le sait, en élément fini, donc par exemple dans le cas des éléments de Taylor P2, P1, qui sont les éléments d'ailleurs qui ont été utilisés dans toute ma thèse, bien dans le cas de ces éléments, les gradients éléments finis, qu'on va noter Q, ils vont être linéaires et continus par élément seulement. Et donc plus concrètement, à l'interface entre deux éléments, les gradients sont discontinus. Sauf qu'on sait que la solution exacte, pour ce qui est de la solution exacte, les gradients, normalement, à l'interface entre les éléments, vont être continus. Donc l'idée, en fait, ça va être de reconstruire les gradients Q de la solution élément fini en projetant ces gradients sur une patch d'éléments, donc sur
une région un peu plus élevée, tout en gardant finalement le degré de l'approximation. Ce sera ici donc une approximation quadratique et continue par patch. Et finalement, pour estimer l'erreur, très simplement, en fait, on va considérer la différence sur chaque élément entre la solution reconstruite et la solution élément fini, donc en norme L2. Et on va pouvoir donc aussi calculer une erreur globale en considérant cette erreur à l'échelle du domaine oméga. Et on va pouvoir également donc, calculer une erreur globale relative en pondérant cette erreur globale par la norme de la solution élément fini sur le domaine. Donc maintenant, juste avoir cette estimation d'erreur, ça ne suffit pas vraiment pour adapter le maillage. Ce qu'il faut, c'est pouvoir faire le lien entre cette estimation d'erreur et la taille de maille souhaitée dans le domaine, qu'on va noter delta étoile. Ça, ce qui fait le lien entre les deux, c'est l'opérateur de transition. Typiquement, l'opérateur de transition, qui est noté ici θ, va prendre en entrée les erreurs élémentaires, et en fonction de la taille donc courante de l'élément, delta, ça va nous donner la taille delta étoile. Donc, afin de construire l'opérateur de transition, ce qui est pris en compte, c'est la volonté d'équidistribuer l'erreur élémentaire pour avoir un maillage dit optimal. Également, on va vouloir viser une réduction de l'erreur éventuellement, et ça va s'appuyer également sur une estimation a priori de l'erreur. Donc maintenant, il faut quand même distinguer deux cas. Un cas où on va considérer uniquement une seule norme d'erreur, c'est-à-dire qu'on va reconstruire un seul gradient de la solution élément fini, par exemple le gradient du champ de vitesse. Donc dans ce cas-là, on va parler d'une approche mononorme, parce qu'on aura donc une seule norme d'erreur par élément. Dans ce cas-là, l'opérateur de transition θ peut être appliqué directement. Par contre, si on reconstruit la solution, les gradients de plusieurs variables de la solution, donc par exemple la température, ou si on résout un écoulement donc turbulent avec une approche France, eh bien ça, on pourrait reconstruire également les gradients de la solution, les gradients de la K epsilon par exemple. Eh bien, on va parler d'une approche multinorme dans la suite là, parce que justement on aura plusieurs normes d'erreur sur chaque élément. Et donc dans ce cas-là, pour avoir la nouvelle taille optimale sur chaque élément, on va procéder en considérant donc successivement chaque norme d'erreur et prendre finalement la taille résultante minimale. Maintenant aussi, ce qu'il faut se poser comme question quand on veut adapter, c'est quand est-ce qu'il est vraiment nécessaire de le faire. Parce que des remaillages superflus, il faut absolument les éviter pour deux raisons. D'une part, pour limiter la diffusion due aux erreurs de transfert, et également pour réduire le coût d'ensemble de la simulation. Donc, plus précisément, nous avons considéré qu'adapter le maillage était utile si l'erreur globale relative dans le domaine du point de vue d'une norme d'erreur est trop importante, si la taille de maille est localement très inadaptée à la complexité de l'écoulement, et si le maillage n'est plus suffisamment optimal, c'est-à-dire si l'erreur dans une norme donnée n'est plus suffisamment équirépartie sur le domaine. Donc là encore, de fait, à partir de ces observations, nous avons défini des critères d'arrêt qui permettent de stopper automatiquement l'intégration temporelle pour déclencher une adaptation de maillage. Et donc deux cas se présentent encore une fois. Donc le premier cas, c'est le cas où on a une seule norme d'erreur, l'approche multinorme. Dans ce cas-là, les critères d'arrêt qu'on a établis, c'était donc on ne voulait pas dans un premier temps dépasser un niveau d'erreur global relative donné, donc ça permet de surveiller globalement l'erreur. Et puis on a également mis en place une surveillance locale. Ce qu'on cherche à faire, c'est s'assurer que la taille d'un élément reste suffisamment adaptée relativement à toutes les normes. Que, par exemple, que la taille de l'élément ne doit pas varier de plus d'un certain facteur. Par contre, si on a une approche mononorme, on peut se permettre d'inclure des critères d'arrêt supplémentaires puisque justement on n'a qu'une seule norme d'erreur. Et comme on peut réellement chercher à distribuer cette erreur, on va pouvoir s'appuyer sur des propriétés statistiques de la distribution d'erreur, notamment son écart type et son asymétrie. Maintenant, si on se place également dans le cas où on utilise une formulation ALE, donc une formulation avec maillage mobile, on peut aussi se retrouver à avoir un transfert de la solution qui sera moins précis lors de l'adaptation de maillage si on a des éléments qui sont fortement déformés. Donc ce qu'on a mis comme critère supplémentaire dans ce contexte-là, c'est un critère sur la qualité des éléments exprimé dans une certaine métrique.
on cherche à ce que la qualité des éléments reste supérieure, donc à une certaine tolérance epsilon 6. Maintenant, ce qu'on a fait aussi, c'est de l'adaptation locale, parce que de sorte à réduire justement la diffusion numérique. Parce que si on adapte globalement, on va générer de l'erreur de transfert partout dans le domaine, alors qu'on pourrait s'en passer finalement. Et deux avantages supplémentaires de l'adaptation locale, c'est qu'on va générer le maillage suivant plus rapidement et on va également pouvoir transférer la solution localement, donc ce sera plus rapide. La méthode d'adaptation locale se décompose en deux étapes. Donc la première étape, c'est d'établir en fait les régions qu'il va falloir remailler. Donc pour cela, en fait, ce qu'on cherche à identifier dans un premier temps, c'est des éléments qu'on a appelés des éléments germes. En fait, ce sont des éléments dont la taille est très inadaptée au regard de la complexité actuelle de l'écoulement. Donc, c'est des éléments qui devraient voir leur taille varier d'un facteur n, n étant spécifié par l'utilisateur. Nous, ce qu'on a choisi, c'était souvent n égale 2. Mais si on ne retire en fait que ces éléments-là du maillage pour remailler à l'intérieur des trous, ça aura délimité, ce n'est pas suffisant puisque bien souvent le maillage frontal qu'on utilise va conduire à régénérer le même élément, ce qu'il ne pourra pas faire autrement. Donc l'idée, ça a été de retirer également les éléments des couches voisines qu'on a appelées les couches protectrices. Donc là, dans cet exemple, il y en a une ici, puis une deuxième. Donc de sorte à générer une poche de taille suffisante pour réellement adapter le maillage à l'intérieur. Et ce qu'on a également identifié, c'est une couche d'éléments qu'on a cette fois-ci appelée la couche fictive, dont le rôle va être précisé dans la slide suivante. Cette couche-là, en fait, n'est pas retirée du maillage, mais va servir à repérer facilement l'interface entre la poche qu'on va créer et le reste du maillage qu'on gagne. Donc, pour illustrer finalement ce que je dis, donc une fois qu'on a retiré les éléments de germes et les couches protectrices, la zone grise constitue la région qu'on va chercher à remettre. Donc justement, la deuxième étape, ça va être de générer localement le maillage dans la poche qu'on a créé. Donc comme j'ai dit, pour cela, on utilise un mailleur frontal. Et donc pour générer localement le maillage dans ces poches, trois étapes successives vont devoir être conduites. Déjà, on va devoir régénérer le maillage sur les frontières de notre domaine de calcul, puisque des poches peuvent être connexes à ces frontières de calcul. Donc pour ce faire, en fait, ce qu'on utilise, c'est on a une paramétrisation en fait des frontières qui nous permet en fait de régénérer sur chaque segment bleu là localement le maillage des frontières de manière assez simple. Donc justement en se servant de la paramétrisation des nœuds frontières, on va pouvoir le faire pour chaque poche 1D en soi, parce que c'est sur des frontières. Donc une fois que ça c'est fait, le front nécessaire pour le mailleur frontal n'est pas complet, puisqu'il va manquer des segments qui sont à l'interface finalement entre les éléments qu'on a conservés et les éléments qu'on a retirés. Et donc pour compléter ce front, c'est là que la couche fictive dont je parlais avant va intervenir, puisque on sait que les segments manquants du front sont à l'interface entre la dernière couche protectrice et la couche fictive. Donc ça simplifie considérablement la recherche utiliser les éléments de cette couche fictive simplifie considérablement la recherche des segments manquants. Et une fois qu'on a fait ça, on a complété le front initial pour le maillage frontal et donc on peut générer le maillage dans les poches en utilisant la méthode d'avance de front classique. Ce qui est nécessaire de faire néanmoins, ça va être de préserver la qualité du maillage également, parce que le maillage qu'on va générer localement suivant la méthode que je viens d'évoquer peut parfois être de mauvaise qualité, puisqu'on va laisser finalement assez peu de liberté au mailleur frontal. Donc afin d'éviter une recrudescence de l'erreur locale due à la mauvaise qualité du maillage, eh bien on va mettre en place une relaxation locale en fait du maillage. Locale encore une fois parce que si on ne remaille localement mais qu'on relaxe globalement, et bien finalement ça revient à adapter le maillage globalement, donc on fera des erreurs de transfert dans tout domaine. Donc c'est nécessaire encore une fois de relaxer localement le maillage. Donc si on considère l'exemple qui est ici, les éléments de très mauvaise qualité sont repérés en bleu. Donc l'idée de la méthode de relaxation locale, ça va être de cibler surtout les zones
avec des éléments de mauvaise qualité, donc de sorte à augmenter la qualité des éléments au-dessus d'une cible qu'on va prescrire donc, au code. Donc là, si je superpose le maillage initial, le maillage final, donc on voit que le maillage n'a été altéré, n'a été relaxé que localement. Donc l'ensemble de ces traitements, l'adaptation de maillage local et la relaxation locale, pour en mesurer les effets, ce qui a été intéressant de définir, ce sont des fonctions dites de préservation. Donc une pour la relaxation, qui concrètement va regarder la part des éléments du nouveau maillage qui ont été relaxés. Une pour l'adaptation de maillage, qui va regarder la part des éléments du nouveau maillage qui proviennent donc en fait de l'ancien maillage, et une fonction de préservation globale en fait qui va tenir compte des deux traitements, donc adaptation de maillage et relaxation, qui donc va regarder les éléments, la fraction des éléments du nouveau maillage qui viennent rigoureusement de l'ancien maillage, donc qui n'ont pas été altérés du tout. Pour ce qui est de l'intégration temporelle, je vais passer assez rapidement dessus puisque c'est des choses sur lesquelles j'ai moins travaillé, j'ai plus été utilisateur. Ce qu'on a utilisé, ce sont des méthodes BDF qui étaient donc adaptatives tant en pas de temps qu'en ordre. L'adaptation donc du pas de temps permettait de contrôler la précision de l'intégration temporelle, et cette adaptation a été pilotée par une estimation de l'erreur de truncature locale. Et par ailleurs, l'adaptation de l'ordre de l'intégrateur permettait de contrôler la stabilité de l'intégration temporelle, puisque les méthodes BDF ne sont absolument stables à pas de temps fixe que jusqu'à l'ordre 2. À partir de l'ordre 3, on est conditionnellement stable, et ce jusqu'à l'ordre 6, 5. Mais nous avons utilisé les méthodes d'ordre 1 à 3 uniquement. Et également, chose à noter, les méthodes BDF ne sont pas autodémarrantes, ce qui veut dire que si l'intégrateur temporel était à l'ordre 2 avec l'adaptation du maillage, il va falloir transférer sur le nouveau maillage plusieurs solutions précédentes si on veut conserver l'ordre de l'intégration. Maintenant, j'en arrive au transfert de la solution élément fini. Donc, quelques notations avant de poursuivre. Donc, je vais noter avec un tiret T tout ce qui est relatif au nouveau maillage, puisqu'on parle de target mesh. Je vais noter par tiret D, par un indice D, pardon, toutes les données qui sont relatives à l'ancien maillage. On parle de normes. M dénotera un maillage, oméga c'est un domaine de calcul, Q réfère à une solution pour une variable, et enfin, par la notation V, là, on va noter un espace de discrétisation qui contient donc la solution Q. Donc typiquement en élément fini, ce qu'on a, c'est qu'on peut exprimer la solution sous la forme seconde, donc un produit des degrés de liberté avec les fonctions de base. Chose à noter, donc l'approximation a été quadratique par élément pour toutes les variables lors du transfert de la solution, et même pour la pression qui normalement est approximée linéairement. Nous, ce qu'on a retenu comme méthode, donc, c'est la projection de Galerkin. Donc pourquoi? Parce qu'elle a deux propriétés très intéressantes. Alors d'une part, elle va permettre d'avoir une erreur de transfert qui sera minimale au sens de la norme L2 sur le domaine sur le nouveau domaine de calcul, et elle va permettre de conserver les intégrales, donc tel que exprimé ici. Ça peut être intéressant d'un point de vue physique, parce que ça va conserver par exemple, du moins en incompressible, la quantité de mouvement par exemple dans le domaine de calcul. Et enfin du moins dans la partie ici, dans le nouveau domaine. Et on aura un cas particulier si les deux domaines discrétisés, le nouveau et l'ancien, sont superposables. Dans ce cas-là, la quantité de mouvement qu'on avait dans l'ancien domaine sera rigoureusement conservée dans le nouveau domaine. Donc un petit peu de formalisme mathématique, je vais passer rapidement là-dessus, mais donc l'idée de la projection de Galerkin, c'est de faire une projection par moindre carré, enfin d'utiliser une méthode de moindre carré pour projeter donc l'ancienne solution obtenue sur l'ancien maillage sur le nouveau. Donc quand on applique les méthodes des moindres carrés, en fait ce qu'on obtient c'est un système linéaire de la forme suivante. Donc avec Qt étant donc le vecteur inconnu qu'on souhaite obtenir. On aura deux matrices masse, en fait, une première qui va faire intervenir les fonctions de base du nouveau maillage uniquement, et dans le membre de droite, donc une matrice masse mixte
qui va faire intervenir cette fois tant les fonctions de base de l'ancien maillage que du nouveau maillage. Donc en fait, cette matrice mixte devient beaucoup plus complexe à évaluer puisque les fonctions de base du nouveau maillage n'ont pas le même support. Donc, ce qu'on a mis en place, nous, en termes d'implémentation pour évaluer les termes de la matrice mixte, ce sont des quadratures de Gauss qu'on peut faire soit à partir des éléments directement du nouveau maillage, donc ça sera assez économique, mais ça va être inexact. L'évaluation des termes sera inexacte. Et ce qu'on a aussi mis en place, donc c'est une deuxième option pour les évaluer, c'est des quadratures de Gauss à partir des éléments de ce qu'on a appelé le super mesh, qui est noté donc MS et qui est obtenu par l'intersection donc de l'ancien maillage et du nouveau. Dans ce cas-là, les quadratures de Gauss permettent d'évaluer exactement les termes de MTD et donc d'obtenir à la fin rigoureusement les propriétés de la projection de Galerkin, donc notamment ses propriétés de conservation. Donc rapidement, donc un super mesh en fait, pour vous montrer concrètement ce que c'est, si on a un ancien maillage ici à gauche en gris clair et là un nouveau maillage en noir, eh bien, le super mesh qui résulterait donc de ces deux maillages-là, c'est la superposition des deux. Donc dans ce cas très simple, on obtient ceci. De manière générale, pour construire le super mesh, on procède en 3 étapes. Il faut d'une part identifier les couples d'éléments potentiellement en intersection entre l'ancien maillage et le nouveau. Je dis potentiellement parce que ce qu'on a utilisé pour ce faire, c'est un algorithme de type hitbox, comme on trouve souvent dans les jeux vidéo. Et cet algorithme va identifier toutes les vraies intersections, donc telles que représentées ici, mais va aussi pouvoir en identifier des fausses, comme représentées ici. Donc, mais en soi, c'est pas forcément très grave puisque ces fausses intersections-là, on va pouvoir les écarter par la suite. Également, ensuite, ce qu'on vient de faire, c'est d'évaluer les intersections, donc les points d'intersection en fait entre les couples d'éléments d'intersection. Et pour ce faire, ce qu'on utilise, c'est la distance signée d'un point à une droite, qui nous permet ensuite, par interpolation de la distance signée, justement, de repérer les points d'intersection. Et une fois qu'on a défini tous les points d'intersection, on peut mailler finalement l'intérieur de ces intersections, indépendamment du nombre de points d'intersection qu'on a établi. Donc, pour obtenir justement des super éléments dans la zone. Maintenant, cette méthode, la projection de Galerkin, ça devient délicat lorsque les frontières du domaine sont courbes, puisque on va avoir en fait une perte d'informations dans ces régions et une diffusion de la solution. Pourquoi? Parce que l'ancien maillage et le nouveau maillage dans ces régions ne sont pas complètement superposables. Donc concrètement, ce que ça veut dire, si donc le nouveau maillage est encore une fois en noir et si l'ancien maillage est en gris, eh bien l'information qui est dans les zones au rouge de l'ancien maillage ne pourra pas être récupérée sur le nouveau maillage. Et en plus de cela, eh bien l'information qu'on aura réussi à récupérer, eh bien on va également finalement l'étaler entre guillemets sur la zone bleue ici, qui ne faisait pas partie de l'ancien maillage. D'une part, on récupère moins d'informations et on diffuse l'information qu'on a réussi à récolter. C'est un double problème. Donc, pour limiter au maximum cet effet-là, on a mis en place, c'est une projection hybride, c'est-à-dire qu'on applique la méthode du super mesh que sur les éléments vraiment intérieurs au domaine, qui ne sont pas adjacents aux frontières. Et sur les éléments adjacents aux frontières, on travaille directement par quadrature de Gauss sur les nouveaux éléments. Également, afin de réduire aussi l'erreur sur les nœuds frontières, on applique une projection de Galerkin 1D directement à partir des frontières. C'est très important de veiller donc, à mettre en place ces traitements-là parce que la perte de précision qu'on va commettre en fait à proximité des frontières, elle va se répercuter vers l'intérieur du domaine, pour la simple et bonne raison que tous les degrés de liberté de la solution projetée sont couplés par le système linéaire qu'on résout. Dans le cas de la formulation ALE aussi, ça va poser, on peut avoir des problèmes en fait lorsqu'on applique la projection de Galerkin, parce que jusqu'ici on a supposé que donc, nos éléments étaient triangulaires, mais si on utilise une formulation ALE avec des éléments isoparaboliques, eh bien, au moment de l'adaptation de maillage, les éléments du maillage
courants ne seront plus rigoureusement triangulaires, ils seront déformés. Donc, par exemple, dans le cas où les éléments de l'ancien maillage et du nouveau sont subparamétriques, donc là, pas de problème. Donc, on peut définir des intersections exactes. Mais si, donc, comme je disais, les éléments de maillage, de l'ancien maillage, donc au niveau, enfin, juste avant l'adaptation de maillage, sont isoparamétriques, eh bien, on n'a plus moyen de trouver rigoureusement une seule intersection donc entre deux segments. On peut en avoir jusqu'à 4 en fait. Donc ça devient nettement plus compliqué de procéder. Donc, ce qu'on a fait pour mitiger ce problème-là, c'est on a mis en place un maillage aussi qualifié de hybride, puisque on a fait en sorte que les éléments isoparamétriques soient confinés à proximité des frontières, c'est-à-dire que nous ne seront isoparamétriques que des éléments qui ont au moins une arête en commun avec la frontière. Donc ici, les éléments isoparamétriques seraient rouges, tandis que les éléments à l'intérieur du domaine donc, sont subparamétriques. J'en arrive à des résultats de vérification. Donc, ce que je vais aborder ici, ce sont des résultats relatifs à la convergence de l'erreur de transfert lors du transfert de la solution. Donc, ce qu'on a considéré, c'est un problème support manufacturé sur deux domaines différents. Un domaine un domaine où toutes les frontières sont droites, donc qu'on appelle domaine A. Dans ce cas-là, donc la nouvelle discrétisation du domaine sera rigoureusement superposable à l'ancienne. Et un deuxième domaine, noté B, où cette fois-ci, de manière générale, la nouvelle discrétisation ne sera pas superposable à l'ancienne. Donc, les méthodes de transfert qu'on a étudiées, c'est l'interpolation linéaire et quadratique, et les trois projections au final qu'on a évoquées avant. Donc, la projection A qui est celle qui se fait à partir des éléments du supermesh. La B, c'est celle qui se fait à partir des éléments du nouveau maillage directement. Et la C, c'est la projection hybride que j'ai évoquée tout à l'heure, et donc qui est un mix de la A et de la B. Donc, si on considère le domaine A pour commencer, et qu'on regarde l'erreur de transfert élémentaire sur la composante de vitesse U, par exemple, eh bien, là, pour ce qui est de l'interpolation linéaire, on voit qu'énormément d'erreurs, enfin, énormément d'erreurs. On voit que l'erreur est importante, puisque, chose à noter, l'échelle qu'on utilise, elle a été calée sur les résultats de la projection C. Donc, c'est pour ça que tout est rouge ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'interpolation linéaire induit une erreur qui est importante relativement donc à la projection C que je vais montrer après. Pour ce qui est de l'interpolation quadratique, déjà, c'est nettement mieux. Mais sur les frontières, donc on observe quand même une erreur qui est assez importante. La projection A, donc celle avec supermesh, on voit que les résultats sont très bons. On a nettement moins d'erreurs globalement sur les interpolations. La projection B, qui se fait donc directement à partir des éléments du nouveau maillage, on voit qu'il y a un surplus d'erreurs par rapport à la projection A. C'est normal, puisque justement, comme j'ai dit tout à l'heure, les quadratures de Gauss, en procédant de cette façon-là, ne sont pas exactes, et donc la projection de Galerkin n'est pas rigoureusement mise en place. Et pour ce qui est de la projection hybride, donc ce qu'on voit, c'est qu'on retombe quasiment sur les résultats de la projection A, si je remonte, puisque justement, enfin, ce qui est normal, puisque s'identifie en grande partie à la projection avec supermesh. Donc, si on s'intéresse après à la convergence de l'erreur de transfert sur ce problème en raffinant successivement le maillage, l'erreur de transfert, c'est ce qui est défini par cette quantité. Si on regarde pour la variable, la composante de vitesse U, on va avoir, eh bien, c'est le résultat suivant. Ce qu'on s'attend, c'est que vu que la variable de vitesse U est approximée quadratiquement sur chaque élément, on s'attend à ce que l'erreur converge à l'ordre 3. Donc, c'est bien le cas, sauf pour l'interpolation linéaire, évidemment. C'est bien le cas, puisque les trois courbes relatives à la projection convergent bien à l'ordre 3. Pour l'interpolation quadratique, pardon, c'est globalement le cas, on va dire. L'interpolation linéaire est quant à elle légèrement superconvergente sur les premiers maillages, mais tend à retrouver son ordre naturel en raffinant le maillage. Ce qu'il faut noter, c'est que les méthodes de projection conduisent à un niveau d'erreur qui est sensiblement plus faible que celui obtenu avec les interpolations, ce qui est normal, puisque la projection de Galerkin a la propriété de minimiser l'erreur de transfert en normal 2.
Et également, ce qu'on voit, c'est que la projection avec SuperMesh nous donne l'erreur minimale, toutes méthodes confondues, ce qui est en accord avec la théorie. Donc les résultats sont à peu près les mêmes, enfin, sont les mêmes hein, pour toutes les variables, à l'exception peut-être de la pression, puisque la pression est approximée linéairement en réalité sur les éléments, donc c'est normal qu'on retrouve un ordre 2 en fait pour l'erreur de transfert sur cette variable. Pour ce qui est de la différence en fait enfin, ce qui est de cette quantité-là en fait qui va mesurer finalement la conservation des intégrales que j'évoquais tout à l'heure, eh bien comme je l'ai dit, les domaines, enfin, le nouveau domaine discrétisé et l'ancien sont totalement superposables dans le cas de ce domaine A. Et donc, on va observer, donc toujours dans le cas de la variable U, et pour la projection avec SuperMesh, c'est une conservation rigoureuse de l'intégrale, qui est en accord avec la théorie que j'évoquais avant. Par contre, pour toutes les autres méthodes, eh bien, on voit qu'elles ne conservent pas rigoureusement les intégrales. La méthode avec SuperMesh apparaît dans ce cas-ci extrêmement intéressante. Encore les mêmes résultats hein, pour toutes les variables. Maintenant, si on considère le domaine U, donc qui est le cas des deux cercles, encore une fois, l'erreur de transfert élémentaire sur U, bah, ce qu'on va voir, c'est que les choses sont nettement différentes. L'interpolation linéaire, donc, les erreurs sont principalement concentrées donc à proximité des frontières, vu que c'est là qu'on a une non-superposition des maillages, enfin des domaines discrétisés, je veux dire. Pour ce qui est de l'interpolation quadratique, on voit que l'erreur sur les bords du domaine demeure plus ou moins la même, mais qu'au cœur du domaine, on est nettement meilleur. Maintenant, pour ce qui est de la projection par SuperMesh, eh bien, on voit qu'au cœur du domaine, on reste très précis, mais cette fois-ci, eh bien, du fait que l'ancien maillage et le nouveau maillage, enfin que du moins les deux domaines discrétisés ne se superposent plus, eh bien, on commet énormément d'erreurs dans le transfert de la solution à proximité des frontières et on voit que cette erreur tend à diffuser, enfin, tend à se propager vers l'intérieur du domaine. C'est très important de noter. Pour ce qui est de la projection qui se fait directement à partir des nouveaux éléments du maillage, par quadrature de Gauss, mais bien cette projection a beau ne pas vouloir mettre en place rigoureusement la projection de Garkin, eh bien on voit que néanmoins l'erreur qui en résulte lors du transfert eh bien, est sensiblement moindre et donc elle aura tendance à se propager moindrement aussi donc à l'intérieur du domaine. Donc du fait de ces observations, et bien, ça a justifié justement la mise en place d'une projection qui est hybride, qui va reprendre donc la force de la projection B sur les bords du domaine et les forces de la projection A à l'intérieur du domaine. Pour ce qui est de la convergence de l'erreur de transfert sur ce domaine-là, donc on reprend cette quantité-ci, et bien cette fois-ci on voit que l'erreur de transfert avec la méthode de SuperMesh, et bien sa convergence est nettement dégradée, enfin est très dégradée, puisqu'on tombe à l'ordre 1, alors que théoriquement on devrait être à l'ordre 3. Donc c'est en accord avec ce qu'on montrait justement sur les figures d'avant. Pour ce qui est des autres méthodes, eh bien, l'ordre de convergence est lui aussi un petit peu dégradé. On n'est plus à l'ordre 3, on est à l'ordre 2,5, je dirais à peu près. L'interpolation linéaire, par contre, a un ordre d'environ 2, ce qui est en accord avec la théorie. Ce qu'on peut néanmoins noter, c'est que la projection hybride, la courbe jaune, et la projection qui se fait à partir directement des éléments du nouveau maillage, hein, la courbe orange, continue de nous fournir une erreur de transfert la plus faible. Donc ces méthodes restent les plus précises, donc, notamment la projection hybride est très intéressante dans ce genre de cas. Là encore, hein, les résultats sont similaires pour toutes les variables. Pour ce qui est de la conservation des intégrales, bah, ce qu'on voit, sans surprise, c'est que cette fois-ci, on ne conserve plus rigoureusement les quantités entre les deux maillages. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est que pour ce qui est de la méthode avec SuperMesh, on voit que la conservation tend à être de plus en plus satisfaite et que la convergence se fait de manière assez lisse. C'est normal puisque plus on va raffiner le maillage, plus deux maillages successifs tendront à se superposer, enfin, plus deux domaines précisés successifs tendront à se superposer.
Par contre, pour ce qui est des autres méthodes, eh bien, on observe une tendance à, à faire chuter cette différence, mais c'est plus erratique. On observe à peu près la même chose encore sur toutes les variables. On arrive maintenant au cas applicatif hein, qui va nous permettre de un peu plus concrètement le fruit de toutes ces méthodes-là. Donc, le premier cas, c'est l'écoulement turbulent autour d'une marge descendante. Donc, j'ai oublié de le spécifier, hein, mais tous les cas qu'on a traités dans cette thèse ont été faits en 2D, parce que du fait des limitations de notre mode de travail. Donc, donc c'est le cas d'une marge descendante en 2D. Et pour traiter la turbulence, qu'on a utilisé, c'est un modèle Epsilon standard avec des lois de paroi. Et du fait de l'utilisation du modèle Epsilon, on s'est placé en approche multinorme, puisqu'on a reconstruit, enfin, on a estimé l'erreur sur les variables K epsilon, en plus du gradient de vitesse. Ce qu'on peut observer pour la création des poches qu'on va chercher à remailler, eh bien c'est ceci. Donc là, pour vous préciser un petit peu, la couche fictive est en bleu foncé, et les couches protectives sont en rouge et orange, tandis que les éléments germes sont en beige clair. Donc, dans le cas de cette simulation, on a utilisé deux couches protectrices. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans l'écoulement et que la zone de recirculation se forme et que également le cœur potentiel tend à se propager, donc l'entrée du domaine vers la sortie, l'adaptation du maillage tend à cibler donc l'interface entre le cœur potentiel et le bas du canal, et également l'interface entre le cœur potentiel et la partie haute du canal. Donc ça se confirme plus on avance dans le temps. Pour ce qui est du niveau de l'erreur, donc la cible qu'on avait donnée c'était 3%. Et donc ce qu'on peut voir, c'est, enfin l'erreur globale relative, je veux dire pour différentes normes, c'était 3%. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'au-delà d'un certain temps, on a été capable d'atteindre la cible et de rester en dessous, d'ailleurs, avec un facteur de sécurité d'environ 3 pour la norme énergie, donc l'erreur sur le gradient de vitesse, en grosso modo. Pour ce qui est de l'erreur sur le gradient donc, du variable de turbulence, on a à peu près les mêmes résultats. Hein. On arrive à respecter la cible euh, une fois un certain temps écoulé. C'est de l'évolution du pas de temps, donc comme j'ai dit, hein, c'est un pas de temps adaptatif. Donc qui, dans les premières 25 unités de temps de l'écoulement, on perçoit donc bien l'intérêt de cette adaptation. Et on va pouvoir passer d'un pas de temps d'environ, je crois que de mémoire, on démarrait à 1 millième et donc on arrive quasiment à 1 dixième, facteur 100. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'après chaque adaptation de manège, donc représentée par les discontinuités dans la courbe, pardon, on a une chute importante du pas de temps du fait, entre autres, des erreurs de transfert, qui se comportent finalement un petit peu comme des erreurs itératives sur le nouveau maillage, c'est-à-dire que la solution qu'on a transférée n'est que faiblement convergée sur le nouveau maillage. Euh, Par contre, oui, donc ce qu'on observe, c'est qu'au bout d'un moment, on a le pas de temps qui tend à se réduire du fait de la formation de la zone de recirculation. Et ce qu'on observe à la fin, c'est que le pas de temps tend à atteindre une valeur unitaire qui est sa valeur maximale. C'est cohérent avec le fait que l'écoulement tend vers un état stationnaire. Donc les résultats oui, sont cohérents avec la physique de l'écoulement. Pour ce qui est des fonctions de préservation, donc je l'ai évoqué tout à l'heure et qui rendent compte de l'intérêt des méthodes locales et de l'adaptation de maillage et de la relaxation. Donc pour rappel, donc, enfin, pour rappel, de manière à expliquer un peu plus les choses, une fonction de préservation aura une valeur de 1 si la préservation du maillage est totale, et aura une valeur de 0 si on a adapté le maillage globalement, si on a relaxé le maillage globalement. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'au cours du temps, très rapidement, là, on obtient des fonctions de préservation qui sont de l'ordre de 0,85, qui veut dire qu'on a préservé 85% du domaine de calcul globalement à chaque adaptation de maillage. Donc, c'est très intéressant du point de vue erreur de transfert et aussi efficacité de l'algorithme.
Le deuxième cas que je vais aborder, c'est l'instabilité de Rayleigh-Taylor, donc entre un fluide pesant, enfin un fluide lourd, le fluide A, et un fluide plus léger, le fluide B. Dans ce cas-là, c'était de l'hélium sur de l'air. Pardon, de l'air sur de l'hélium. Pour le traiter, c'était comment? On a utilisé une formulation donc ALE et une approche mononorme cette fois-ci, puisqu'on a on a estimé l'erreur uniquement sur le gradient de vitesse. Également, l'interface a été représentée de manière explicite. On a utilisé une méthode de type front tracking. Ce que ça veut dire exactement, ça, c'est que l'interface en fait est représentée par des éléments 1D. Donc, si l'interface ici est représentée en rouge, et bien en fait, à l'interface entre les deux éléments grisés, ce qu'on a en réalité, c'est un élément qui est d'air nul en fait, qui est représenté donc par les rouges. Et cet élément permet d'identifier des paires de nœuds jumeaux, donc 1, 6, 2, 5 et 3 et 4. Et de façon à les identifier, on a une table de correspondance. Hein. Donc, par exemple, la valeur pour 1 nous renvoie vers la valeur 6, etc. Donc, pour ce qui est de l'adaptation de maillage local, c'est un cas très particulier, là, ce cas de Rayleigh-Taylor, puisqu'il faut pouvoir faire en sorte que les couches protectrices et la couche fictive puissent se propager au travers de l'interface, puisque d'un point de vue connectivité, en fait, les deux régions fluides sont disjointes. Donc, il faut s'assurer également que quand on va retirer un nœud de l'interface d'un côté, eh bien, il va falloir que ce nœud soit également retiré de l'autre côté. Ça va demander un traitement un petit peu particulier. Et pour ce faire, on a mis à profit donc la table de correspondance que j'évoquais avant et un compteur au niveau des nœuds d'interface. Donc, de sorte à illustrer un petit peu ça. Par exemple, si on considère les deux nœuds jumeaux A et B, donc la table de correspondance de A renvoie vers B et inversement, eh bien, le compteur en fait va permettre de représenter le nombre d'éléments connectés d'un point de vue connectivité à chaque node. Donc pour A, il y en a 3 au départ et pour B, il y en a 2. Donc si maintenant il y a un germe qui apparaît comme représenté ici, et cet élément-là va être retiré du maillage, donc à terme, on n'aura plus que 2 éléments connectés à A, donc le compteur de A est réduit à 2. Si on fait une première couche protectrice, eh bien, on va avoir ces deux éléments-là qui vont être retirés aussi. Donc, en fait, le compteur des éléments connectés à A va tomber à 0, ce qui veut dire que le nœud A va concrètement être retiré du maillage. Donc, il est nécessaire que le nœud B le soit également. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on force le passage du compteur du nœud B à 0 pour pouvoir justement propager la couche protectrice de l'autre côté de l'interface. Et ensuite, eh bien, la couche fictive peut se propager de manière naturelle. Et là, dans le cas de Rayleigh-Taylor, donc je vous propose deux illustrations des couches protectrices, des poches des couches protectrices et de la couche fictive. Donc on voit que les poches sont bien capables de traverser l'interface et que également une large partie de l'interface est préservée. Dans ce cas-ci, on avait utilisé 3 couches protectrices, donc c'est normal que les poches soient un petit peu plus grandes que dans le cas de la marque. C'est de quelques résultats pour cette étude-là. Donc, on a eu un niveau d'erreur encore qu'on a été capable de contrôler au niveau d'un certain seuil prescrit par l'utilisateur, donc qui était ici de 0,25%. Donc, on voit bien qu'à partir d'un certain temps, on était capable de le maintenir malgré un comportement un peu plus erratique que dans le cas de la marge descendante. Ça s'explique par la présence de l'interface et des erreurs qu'on va commettre à proximité de l'interface. Étant donné qu'on était en approche mononorme, on a pu aussi appliquer les critères d'arrêt sur l'écart relatif de l'erreur et sur la symétrie. Donc là encore, on a pu maintenir ces moments statistiques en dessous d'un certain seuil qu'on a prescrit. Pour la symétrie, ça a été un petit peu plus erratique hein, parce que c'est un moment d'ordre 3, donc c'est beaucoup plus sensible. Mais globalement, on a été capable de maintenir la symétrie de la distribution d'erreur en dessous du seuil voulu, donc qui était très satisfaisant. Pour ce qui est de l'évolution du pas de temps, là encore, on perçoit l'intérêt de l'adaptation de pas de temps qui permet de conduire à un réel gain de temps, puisque le pas de temps initial était de 10-5,
puis qu'on est monté à 10-2, donc on a un facteur 1000 entre les deux. Même si, bon, encore une fois, on observe des chutes importantes du patron consécutivement aux adaptations de maillage. Donc voilà, pour ce qui était des fonctions de préservation sur ce cas-là, c'est un peu plus erratique aussi, puisque justement, le fait est qu'on utilise une formulation ALE, eh bien les éléments tendent à se déformer, et vu qu'on va retirer également les éléments qui sont de très mauvaise qualité, eh bien on peut être amené à retirer beaucoup d'éléments ou à en relaxer beaucoup, alors même que l'estimation d'erreur sur ces éléments, enfin sur la plupart des éléments n'est pas si importante que ça. Mais globalement, ce qu'on observe, c'est qu'au fur et à mesure que l'interface se déforme, on tend à conserver le maillage de plus en plus. Donc ça, c'est pareil, c'est assez satisfaisant. On arrive à la conclusion. À la fin de cette présentation, je vous présente quelques vidéos sur les cas que j'ai évoqués pour illustrer davantage. Mais donc, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que l'objectif de cette thèse a été atteint. Donc, on a bien développé une procédure de résolution automatique précise des écoulements stationnaires à partir d'une méthode élément fini et de méthodes adaptatives en espace et en temps. L'adaptation de maillage donc, a été automatique à partir des critères d'arrêt qu'on a définis. Donc, aucune intervention de l'utilisateur à partir du moment où les tolérances sont spécifiées avant de lancer le calcul. Donc, ça, c'est robuste, hein, puisque c'est-à-dire que l'algorithme est quand même capable d'opérer seul et qu'il n'a pas eu de problème en cours de route. Également, la procédure est précise puisqu'on peut mettre en place des cibles d'erreur. Donc, on peut avoir concrètement un réel contrôle de l'erreur à partir de l'estimation qu'on en fait. La projection de Galerkin donc, a été choisie lors des transferts pour minimiser l'erreur des transferts. Et la solution proposée demeure peu coûteuse puisque l'adaptation de maillage se fait localement. Donc, on génère le maillage suivant plus rapidement et on transfère la solution plus rapidement. Donc maintenant, pour ce qui est des axes de recherche qu'il conviendrait d'explorer, ça serait éventuellement une autre méthode d'estimation de l'erreur spatiale que celle de Zouezek-Kevich, hein. Des méthodes de type adjoint, par exemple, qui pourraient être intéressantes. On pourrait également se tourner vers des méthodes d'adaptation de maillage qui soient mises au 3, parce que de manière générale, ces méthodes-là sont très souvent supérieures, enfin, plus intéressantes que les méthodes mises au 3. Également un intégrateur temporel qui ne serait que adaptatif en pas de temps, mais qui serait d'ordre constant, parce que là, j'ai pas exposé ces résultats-là, mais en fait, l'adaptation en ordre est quasiment inopérable en fait dans l'adaptation de maillage, puisque l'indicateur de stabilité qu'on utilisait en fait souffre beaucoup trop des erreurs de transfert. Et également, un gros travail qui pourrait être conduit successivement à mes travaux, ça serait d'étendre tout ce que j'ai fait au 3D. Ça serait, à mon avis, assez compliqué, parce qu'il y a certains algorithmes qui ne pourraient pas être gardés tels quels. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais juste vous présenter quelques vidéos via YouTube. Je ne sais pas si vous aurez toutes les frames, mais j'espère que oui. Donc, pour le relais Taylor, d'abord, vous allez pouvoir observer l'adaptation de maillage au cours du temps. Je ne sais pas si vous allez voir tous les maillages différents, mais si vous les voyez tous, on peut percevoir que le maillage n'est adapté que localement. Donc, ce qu'on peut voir sur la droite, pardon, c'est la vitesse verticale de l'écoulement aussi. Puis là, vous avez des représentations du maillage à divers endroits. Donc, voilà, ça c'est pour le relais Taylor. Pour le cas de la marche descendante, donc on a eu ceci. Là encore, j'espère que vous allez pouvoir voir les images. Donc, ce qu'on observe à la fin, c'est que une fois qu'on tend vers l'état stationnaire, le maillage tend à s'adapter de moins en moins et de plus en plus localement. Et enfin, un dernier cas que je n'ai pas présenté, mais je vais vous mettre la vidéo quand même, c'est le cas d'un jet impactant laminaire sur une paroi chauffée. Donc, on observe là encore un suivi assez bon, hein, donc des structures dans le maillage, enfin des structures dans le domaine, qu'on peut voir avec la vorticité qui est représentée.
Donc voilà. J'en ai terminé. Bah, Christophe, je te laisse la parole. Je peux arrêter le partage si tu veux. Merci beaucoup, Étienne.